Alors dans cette vidéo, on va parler de base orthonormée ou orthonormale, mais avant, on va revoir quelques remarques sur le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc le premier point, c'est que donc, il n'y a pas unicité dans le théorème. Donc je vous rappelle les faits, on a E1 jusqu'à En une famille libre, on cherchait une famille F1 jusqu'à Fn qui vérifiait pour tout i vec de E1 jusqu'à EI qui est égal à vec de F1 jusqu'à Fi. Donc le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt nous permet de construire une famille F1 jusqu'à Fn qui vérifie cette propriété. Mais je vous fais remarquer qu'il n'y a pas unicité d'une telle famille. En effet, si la famille F1 jusqu'à Fn convient, la famille moins F1, F2, Fn conviendra aussi. Si la famille F1 jusqu'à Fn est orthonormée, en particulier, cette famille-là le sera aussi. Et les égalités des vectes que doivent satisfaire ces familles seront aussi vérifiées, puisque tout simplement le vecteur F1 et moins F1 sont collinéaires. D'ailleurs, vous comprenez que ici, je pourrais systématiquement, dans chacun des vecteurs, devant chacun des vecteurs F1 jusqu'à Fn, les multiplier soit par 1, soit par moins 1, et donc du coup, j'obtiendrai 2 puissance n familles, puisque en fait, systématiquement, j'ai le choix entre soit F1, soit moins F1, soit F2, soit moins F2, et ainsi de suite. Donc je viens de vous expliquer qu'il y aurait 2 puissance n familles orthonormées qui répondraient au problème du procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Souvent, on aime bien avoir unicité. Donc si on veut avoir unicité dans le théorème, dans le procédé d'orthonormalisation, il suffit de demander à ce que la nouvelle famille, la famille orthonormée F1 jusqu'à Fn, satisfasse la condition supplémentaire pour tout i, EI scalaire Fi soit strictement positif. Et on peut facilement démontrer que la famille que l'on construit par le procédé d'orthonormalisation de Schmidt, c'est justement la famille des Fi qui satisfait cette condition. Donc ça, c'est un deuxième point qui est relativement important. Le troisième point, on va l'utiliser dans la suite. Si les premiers vecteurs de la famille E1-En sur laquelle vous voulez appliquer le procédé d'orthonormalisation, donc si les premiers vecteurs de cette famille sont déjà orthonormés, quand on va appliquer à cette famille le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, les premiers vecteurs, donc ceux qui formaient déjà la famille orthonormée, resteront identiques. Donc pour être clair, si les P premiers vecteurs de cette famille libre forment déjà une famille orthonormée, alors les P premiers vecteurs de cette famille resteront inchangés par le procédé d'orthonormalisation. Ça, je peux vous le montrer dans le cas de deux vecteurs. Donc, dans le cas de deux vecteurs, donc, imaginons que les deux premiers vecteurs, E1, E2, forment déjà une famille orthonormée. Donc déjà, je devais poser F1 égale E1 sur norme de E1. Mais la norme de E1 valant 1, vous comprenez que déjà F1 égale E1. Donc je viens de vous montrer que le premier vecteur reste inchangé. Ensuite, je vous expliquais qu'on devait poser donc G2 de la forme E2 moins lambda F1, et puis on avait fait le calcul pour lambda, on avait trouvé que lambda devait valoir E2 scalaire F1. Sauf que je viens de vous expliquer que F1 c'est E1, donc lambda il vaut E2 scalaire E1, or j'ai fait l'hypothèse que la famille E1, E2 était déjà orthonormée, donc lambda est nul. Mais si lambda est nul, j'obtiens que G2 égale E2. Ensuite, à partir de, donc une fois que j'ai prouvé que, une fois que j'ai G2, je vous rappelle que pour trouver F2, il suffit de diviser par la norme de G2, mais G2 c'est E2, E2 est norme 1, donc F2 est égal à E2. Donc je viens de vous démontrer quoi? Je viens de vous démontrer que si j'applique le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à une famille dont les deux premiers vecteurs forment déjà une famille orthonormée, alors ces deux premiers vecteurs seront inchangés par le procédé. Bon, et ceci se généralise à autant de vecteurs que vous voulez. Si les P premiers vecteurs d'une famille libre forment une famille orthonormée, quand j'applique le procédé d'orthonormalisation à cette famille libre, alors les P premiers vecteurs restent invariants, restent inchangés. Petit 3, base orthonormée ou base orthonormale.
Dans cette partie seulement, E désigne un espace euclidien, c'est-à-dire un espace pré-hilbersien réel qui est de dimension finie, donc je noterai n la dimension. Donc définition 10, on appelle base orthonormée ou base orthonormale de E, toute base de E qui est en plus orthonormée, qui est en plus une famille orthonormée. Proposition 6, si dimension de E est égale à n, et si E1 jusqu'à En est une famille orthonormée de E, alors c'est une base orthonormée. C'est à peu près évident, puisque si la famille est orthonormée, automatiquement elle est libre, on l'a vu. Or, elle est constituée de n vecteurs et la dimension de E est égale à n, donc automatiquement, cette famille est une base de E. Et comme c'est une famille orthonormée, je peux dire que c'est une base orthonormée de E. Voici une conséquence immédiate du procédé d'orthonormalisation de Schmitt. Si je prends une base de E, alors il existe une base orthonormée, f1 jusqu'à fn, qui vérifie pour tout i vec de E1 EI égale vec de f1 fi. Donc pour démontrer ça, il suffit juste d'appliquer le procédé d'orthonormalisation à cette famille-là. J'ai bien le droit, puisque le procédé, on peut l'appliquer à n'importe quelle famille libre. Si cette famille est une base en particulier, elle est libre. Corollaire 3, tout espace euclidien admet au moins une base orthonormée. C'est une conséquence immédiate du fait que tout espace vectoriel de dimension finie admet au moins une base, et de la proposition précédente. Donc c'est bien clair. Si vous prenez un espace euclidien, comme il est de dimension finie, on a déjà prouvé qu'il admettait une base. Vous prenez cette base, vous lui appliquez la proposition 7, vous obtenez, pour le même espace vectoriel, une base orthonormée. Donc ça c'est important, tout espace euclidien admet au moins une base orthonormée, donc systématiquement on pourra travailler dans une base orthonormée. Proposition 8, toute famille orthonormée de E peut être complétée en une base orthonormée. Donc pour démontrer ça, on prend f égale à E1 EP, une famille orthonormée de E. Elle est donc libre, orthonormée implique libre, on le sait, on l'a démontré. Ainsi, je peux lui appliquer le théorème de la base incomplète, et j'en déduis que cette famille f peut être complétée en une base, donc en utilisant les vecteurs EP plus 1 En, je peux compléter cette famille en une base B de E. Ensuite, on applique le procédé d'orthonormalisation de Schmitt à cette base B, et on obtient alors une base orthonormée que j'ai nommée B' de E. Mais d'après la remarque précédente qu'on a lue, qui était juste au-dessus, comme les P premiers vecteurs de cette famille B formaient déjà une famille orthonormée, il reste inchangé par le procédé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base orthonormée B' de E, que l'on vient de construire par le procédé, elle commencera, ces P premiers vecteurs sont les vecteurs E1, EP, puisque je répète, ils restent inchangés par le procédé d'orthonormalisation. Du coup, j'ai conclu en disant que la base orthonormée B' est une surfamille de E1, EP. Autrement dit, on a réussi à compléter la famille E1, EP en une base orthonormée de grand E.